Bonjour, je pense que nous pouvons commencer. Bienvenue à tous à notre webinaire sur la DOTH. Je suis Geneviève Kouassi, la responsable de la DOTH au sein de l'association OETH et je suis accompagnée de ma collègue Nadège Vincent, Bonjour. gestionnaire conseil sur les aspects déclaratifs OETH, ainsi que du directeur général Pierre-Marie et de ma collègue Louise, chargée de la communication. Au cours de ce webinaire, nous allons aborder le calendrier de la campagne 2026. Nous allons vous donner des informations sur les formules de calcul DOTH, ainsi que le rappel des consignes de saisie en DSN dans le cadre de l'accord agréé. Nous allons vous indiquer les modalités de versement de la contribution à l'association OETH. Nous allons vous apporter des conseils et un accompagnement durant toute la période de la campagne et nous allons aussi évoquer la question du démarchage abusif. L'objectif de cette rencontre est de rappeler les consignes déclaratives pour l'exercice DOTH 2025. Pour le bon déroulement de ce webinaire, les micros et les caméras sont coupés pendant la présentation. Je vous remercie de réactiver lors de votre prise de parole. Si vous souhaitez prendre la parole, nous vous invitons à le faire pendant les moments d'échange que nous vous indiquerons en activant le pictogramme, levez la main et votre micro. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le chat pour poser vos questions au fil de la présentation. Nous tâcherons de répondre aux questions dans la limite du temps qui nous est imparti et si ce n'est pas possible, nous aurons la possibilité de vous mettre à disposition le replay et une fac qui recensera toutes les questions posées au cours de ce webinaire. Le webinaire sera donc enregistré. À l'issue de cette rencontre, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail doeth@oeth.org. Une équipe DOETH, Nadège et moi-même sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je laisse la parole à Pierre-Marie, directeur général de l'association OETH, qui va évoquer la fin de l'agrément de conventionnement avec la GFIP et les informations sur la DOTH. Merci Geneviève. Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, ce webinaire consacré à la DOTH fait un tabac. Vous faites sur cette thématique, Geneviève et Nadège, parmi les plus belles audiences de webinaires d'OETH. C'est dire si le moment de cette déclaration est pour chacune et chacun d'entre vous une échéance importante. Et alors peut-être que ça l'est particulièrement dans cette année 2026, en tout cas ça l'est pour OETH, une échéance particulière en 2026. Pourquoi? Vraisemblablement, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais l'agrément de l'accord handicap de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, l'agrément de l'accord agréé autour des politiques handicap de la branche a pris fin au 31 décembre 2025. Donc OETH est passé dans une nouvelle ère de son histoire, une ère qui lui permet de continuer ses activités. Nous continuons notre activité de conseil, notre activité de formation, d'accompagnement des démarches santé handicap. Nous continuons à proposer nos dispositifs spécifiques, qu'il s'agisse de la plateforme de conseil EO Santé, là, dont nous avons tous l'affiche derrière nous, ou le dispositif Objectif Parcours Pro, ou même encore les parcours d'accès aux emplois du secteur Oasis Handicap. Tout cela continue et ça continue dans le cadre d'un conventionnement que nous avons conclu avec l'AGFIP toute fin d'année 2025 et on l'a signé officiellement le 30 janvier dernier avec le président et la directrice générale de l'AGFIP. Donc, OETH, malgré la fin de cet agrément, OETH demeure pour les établissements et services de la branche sanitaire et sociale associatif, demeure l'interlocuteur de proximité, c'est-à-dire l'interlocuteur qui est en mesure de répondre à vos questions,
qu'il s'agisse de vous conseiller sur des situations individuelles de salariés, qu'il s'agisse de vous accompagner sur une démarche plus globale, une politique handicap, une démarche santé et handicap, ou qu'il s'agisse de répondre à vos questions sur la DOETH. Et c'est évidemment pour ça que vous êtes aujourd'hui 180 à regarder en direct ce webinaire et nous savons déjà que vous serez au moins aussi nombreux en replay. Donc, OETH est toujours inscrit dans ce paysage et demeure en effet l'interlocuteur de proximité pour les établissements et services du secteur, malgré la fin de l'agrément. Mais l'agrément s'est terminé au 31 décembre 2025 et pourtant, Geneviève vous l'a dit tout à l'heure, on va encore vous parler cette année de verser votre contribution à l'association OETH. Alors, non, vous n'êtes pas tombé dans un remake de Retour vers le futur. Pourquoi ce décalage? C'est parce que Geneviève l'a dit également, cette année, vous allez verser le 5 ou le 15 mai 2026 la contribution qui est due au titre de la DOTH 2025, c'est-à-dire de l'exercice précédent. Et donc, à ce titre, ainsi que nous l'ont confirmé les services de l'État de façon tout à fait officielle, cette collecte, cette collecte éventuelle, si vous êtes évidemment, si vous n'avez pas atteint les 6%, est bien à verser à l'association OETH et elle viendra compenser tous les engagements que nous avons pris au titre de l'agrément en 2025. C'est ce qui explique que cette année encore, vous verserez, si nécessaire, une collecte à l'association OETH. C'est donc vraiment un cadre tout à fait particulier cette année et en tout cas, nous serons contents, dans le cadre de la poursuite de nos activités de conseil, ainsi que je vous l'ai expliqué, de pouvoir continuer à vous conseiller dans les prochaines années sur la DOTH parce que, vous l'avez vu dans le sommaire, il y a quand même toujours beaucoup de points d'actualité autour de la DTH, beaucoup de petites nouveautés. On va parler de la fin des mesures d'écrêtement et il se passe toujours quelque chose sur le front de la DOTH. Et donc, vous avez besoin d'être bien sensibilisé à ces évolutions. Et c'est pour ça que je vais me taire tout de suite pour laisser toute la place à Geneviève qui est à sa présentation et surtout à vos questions. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Pierre-Marie. Voilà. Et donc, nous allons commencer le webinaire avec le calendrier de la campagne 2026. En janvier, vous avez rassemblé tous les justificatifs des prestations de sous-traitance, c'est-à-dire les prestations que vous avez souscrites avec les entreprises adaptées, les ESAT, les travailleurs indépendants, handicapés et les entreprises de portage salarial. Donc, ces justificatifs vont vous permettre de comptabiliser le coût de la main-d'œuvre de ces prestations. Et nous sommes déjà en mars. Avant le 15 mars, l'URSSAF va vous transmettre une notification des effectifs moyens annuels concernant l'OETH, concernant les bénéficiaires que vous avez employés, concernant les ECAP qui sont dans vos effectifs. Et ces éléments sont la base de calcul de votre déclaration. Ensuite, au 15 mai, le 5 ou le 15 mai, en fonction de l'effectif de votre entreprise, vous allez effectuer la déclaration dans la DSN du mois d'avril. Et les structures qui ont calculé une contribution devront verser celle-ci à l'association OETH, soit par virement, soit par chèque. Je vais vous donner quelques informations sur les formules de calcul de la DOTH pour déterminer le montant de la contribution brute. Donc, pour déterminer le montant de la contribution brute, vous avez l'effectif d'assujettissement de votre établissement. Vous multipliez cet effectif par 6% pour obtenir le nombre de bénéficiaires à employer. Et le nombre obtenu est à arrondir à l'entier inférieur. Ensuite, de ce nombre obtenu, vous allez déduire le nombre de bénéficiaires que vous avez réellement employés en effectif moyenne annuel toujours. Et vous devez inclure dans le nombre de bénéficiaires employés les bénéficiaires externes
dont vous avez bénéficié, dont vous avez utilisé les services au cours de l'exercice 2025. Vous obtenez ainsi le nombre de bénéficiaires manquants en effectif moyen annuel toujours. Et ce nombre obtenu, le nombre de bénéficiaires manquants, vous allez multiplier ce nombre par le coefficient en fonction de la taille de votre entreprise. Si votre entreprise, l'effectif de votre entreprise est compris entre 20 et 249 salariés, le coefficient multiplicateur sera 400 fois le SMIC horaire. Si l'effectif de votre entreprise est comprise entre 250 et 749 salariés, alors le coefficient multiplicateur sera de 500 fois le SMIC. Et si vous avez plus de 750 salariés dans vos effectifs, le coefficient multiplicateur sera de 600 euros. 600 fois le SMIC horaire. Et le SMIC horaire, il est à 11,88 € pour l'exercice au 31 décembre 2025. On obtient ainsi le montant de la contribution brute, le montant de la contribution brute. Ensuite, pour obtenir le montant de la contribution nette à payer, vous allez procéder par déduction. La première déduction concerne les 30% du coût de la main-d'œuvre. Et ce montant apparaît sur l'attestation que vous avez reçue des contrats souscrits avec les ESAT, les travailleurs handicapés, les entreprises de portage à salariés. Et le montant correspond au montant 4 de l'attestation. Et donc, ce montant, le coût de la main-d'œuvre est plafonné à 50% du montant de la contribution brute si le taux d'emploi de votre entreprise est inférieur à 3%. En revanche, si le taux d'emploi est supérieur ou égal à 3%, alors le montant sera plafonné à 75% du montant de la contribution brute. Et vous avez une deuxième déduction possible avec liée au montant généré par la présence des postes et ECAP dans vos effectifs. Et donc, pour trouver le montant des postes et ECAP, vous faites 17 multiplié par l'effectif moyen annuel des ECAP multiplié par 11,88, le taux horaire brut au 31 décembre 2025. Vous obtenez ainsi le montant de la contribution nette que vous allez verser à l'association si vous êtes contributeur. Attention, vu que vous êtes, l'exercice concerné est 2025, vous étiez encore sous accord OETH, donc vous ne devez pas déduire les dépenses dites déductibles parce que vous êtes en 2025, vous êtes encore sous accord. Et vous savez que les mesures d'écrêtement, la mesure transitoire concernant la mesure d'écrêtement a pris fin sur l'exercice 2024. Donc, il n'y a plus d'abattement possible sur le montant de la hausse de la contribution à partir de l'exercice 2025. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions avant qu'on ne puisse poursuivre? Si quelqu'un souhaite prendre la parole, vous pouvez utiliser le pictogramme lever la main. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons poursuivre. De toute façon, vous avez le chat et Nadège Il y a une répond. question, effectivement, D'accord. sur les postes ECAP. Les postes ECAP, ce sont des emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières. Il y en a 36 en tout. C'est l'État qui décide quels sont les postes ECAP. Et sur ces postes-là, c'est très compliqué de recruter des travailleurs handicapés. C'est pour ça qu'il y a une déduction qui peut être faite sur la contribution brute si vous avez des postes ECAP qui se reconnaissent grâce au code PCS ESE. Voilà. Et en principe, donc l'URSSAF reconnaît, par les données que vous envoyez en DSN chaque mois, reconnaît les codes PCS ESE de ces postes-là. Et c'est comme ça que l'URSSAF vous notifie au mois de mars l'effectif moyen annuel des postes ECAP. Voilà. Je pense qu'il y a une autre question. J'ai vu une autre question, Nadège. Quel impact de la fin de la mesure d'écrêtement?
Alors ça, l'impact, c'est qu'avant, de 2020 à 2024, à l'exercice 2024, il y avait en fait un abattement qui était fait en cas de hausse de la contribution de l'année N-1 par rapport à l'année N, et donc qui réduisait le montant de la contribution nette. Et là, ça n'existe plus à partir de 2025. Voilà. Sinon, je vois... j'ai répondu pour les ECAP. Voilà, écoute, effectif, déduction possible, facture. Les effectifs, c'est par rapport, ça se calcule par rapport au contrat de travail, à ce qu'il y a dans le contrat de travail. Il faut une moyenne annuelle, et voilà quoi. Mais c'est en fonction du contrat de travail, des modalités, de ce qu'il y a dans le contrat de travail en fait. Merci Nadège. Nous allons poursuivre avec les rappels de consignes de saisie en DSN dans le cadre de l'accord agréé. Sachez qu'il y a 3 informations importantes. Vous devez saisir une valeur à 0 sous le code de cotisation 068 contribution réelle due. Attention, cela ne signifie pas que votre structure est exonérée de régler la contribution si elle est calculée. La saisie à 0 dans le code de cotisation 068 signifie que la contribution calculée au code de cotisation 067 n'est pas à verser à l'URSSAF, mais plutôt à l'organisme collecteur, en l'occurrence l'association OETH. Donc, vous devez saisir le montant de la contribution annuelle avec une valeur à 0 dans le bloc S21G0023, cotisation agrégée, qui correspond au CTP 730. Et cela permet à l'URSSAF, si vous mettez une cotisation, une valeur à 0 pour le montant annuel de la cotisation, l'URSSAF, ça permet à l'URSSAF de vous identifier comme un établissement étant sous accord agréé. Ensuite, vous devez saisir le numéro d'agrément de l'accord de branche, le B 2023 R00-2004. Ce numéro correspond à la période de l'agrément 2023 à 2025. Et ensuite, puisque vous êtes sous accord, vous ne devez pas déclarer de dépenses déductibles. En fait, le montant prévisionnel du budget de l'accord étant établi sur la base du montant de la contribution calculée sans prendre en compte les dépenses déductibles sont mentionnés à l'article L 5212-11. Donc, vous avez les codes des dépenses déductibles, mais puisque l'exercice de déclaration concerne l'année 2025, vous étiez encore sous accord, donc vous ne devez pas déclarer les dépenses déductibles. Et donc, si vous n'avez pas saisi votre déclaration de cette façon, vous devez régulariser la situation en DSN. Et pour régulariser, vous avez plusieurs étapes. La première étape, c'est d'informer l'URSSAF de cette erreur via votre espace en ligne URSSAF. Et la deuxième étape, c'est de régulariser en DSN sur la prochaine période d'emploi mensuel, le 5 ou le 15, en fonction de l'effectif de votre entreprise. Et ensuite, vous vérifiez bien que vous avez saisi le numéro d'agrément. En fonction de la période de l'accord, s'il s'agit de la période 2020 à 2022, parce que sur cette période-là, vous pouvez encore faire des rectifications sur l'année 2022, vous allez mentionner le numéro d'agrément correspondant qui est le B 2019 121 90 05. Et s'il s'agit de la période de 2023 à 2025, vous allez inscrire le numéro d'agrément B 2023 R00 2004. Et ces informations sont à renseigner dans le bloc complément OETH S21 G0013. Vous devez ensuite vérifier que vous avez bien saisi une valeur à 0 sous le code de cotisation 068, contribution réelle due. Si ce n'est pas le cas, vous devez le vérifier.
Et toutes ces informations sont disponibles sur notre site Internet dans le guide DOTH que nous avons élaboré et mis à votre disposition. Et vous pouvez également consulter les fiches Net Entreprise qui sont à votre disposition sur le Net Entreprise. Et cette consigne nous a été donnée par le directeur de programme de conformité des données sociales de l'URSSAF, M. Pierre Guély-Sylvain, avec qui nous sommes en relation. Et donc, la prochaine étape, c'est d'effectuer le règlement de la contribution à l'association OETH. Vous pouvez choisir de faire le règlement soit par virement, vous avez notre IBAN qui s'affiche, et si vous ne l'avez pas, nous pouvons vous le transmettre par mail. Et vous pouvez aussi choisir de régler la contribution par chèque à l'ordre de l'association OETH et nous l'envoyer à l'association OETH à l'adresse indiquée sur le support de présentation. À la fin de la présentation, le support vous sera transmis par mail et vous aurez aussi une fac. Vous aurez aussi les questions-réponses à ce webinaire. Pour nous permettre d'imputer correctement le montant de la contribution, nous vous invitons à indiquer votre numéro SIREN ainsi que la mention DOTH 2025 à la rubrique motif de paiement pour le virement ou au dos du chèque. Quelques conseils et accompagnements pour la campagne DOTH. Nous avons mis à votre disposition une permanence téléphonique DOTH au numéro 01 40 60 58 57. Et cette permanence est ouverte depuis hier 2 mars jusqu'au 29 mai 2026. Vous pouvez aussi nous solliciter, nous joindre par mail à doth@oeth.org. Cette permanence téléphonique est à la disposition de toutes les entreprises relevant de l'accord agréé OETH. Et vous pouvez nous questionner sur la période de déclaration de l'exercice 2025. Mais si vous devez faire des régularisations sur les exercices précédents, n'hésitez pas à nous contacter, soit par la permanence d'accueil, soit par notre adresse mail. Et si vous utilisez les adresses mail, merci de bien indiquer immédiatement votre numéro SIREN qui nous permettra de vous identifier en tant qu'établissement relevant de l'accord de branche OETH et nous vous apporterons les éléments de réponse dans les meilleurs délais. Nous avons mis à votre disposition aussi notre simulateur d'OETH adapté à l'accord agréé. C'est un outil de recueil de données déclarées dans lequel nous avons intégré des formules de calcul. Par exemple, si vous indiquez l'effectif de votre entreprise, le nombre de bénéficiaires à employer se calcule automatiquement. Vous indiquez le nombre de bénéficiaires que vous avez employés et si vous n'avez pas rempli l'obligation, ça vous donne tout de suite le montant de la contribution brute. Et ensuite, nous avons intégré la déduction des contrats de sous-traitance que vous aurez conclus avec les entreprises adaptées, les ESAT, les travailleurs indépendants et les entreprises de portage salarial. Vous aurez aussi le calcul sur les effectifs ECAP se fait de manière automatique aussi. Voilà. Et nous avons mis à votre disposition le webinaire que nous avons fait le 17 décembre 2025 sur le conventionnement avec la GFIP. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. Sur le support, il suffit de cliquer sur le lien et vous avez tout de suite le replay sur notre chaîne YouTube. Et comme vous le savez, puisque l'accord a pris fin au 31 décembre 2025, aujourd'hui, l'association OETH ne propose plus son propre catalogue d'aides. Les aides financières sont
instruite par la GFIP. Donc, pour faire les demandes de financement, vous devez vous connecter au portail digital de la GFIP et remplir les informations qui apparaissent au fil de l'eau. Nous mettons également à votre disposition une plateforme de sourcing pour les entreprises adaptées, les ESAT, les travailleurs handicapés. Donc, vous avez Osmose que vous utilisez probablement. Vous avez également le marché de l'inclusion. Vous avez aussi l'inclusion. C'est une liste non exhaustive, mais sachez que ces outils sont réglementés et si vous utilisez ces outils, vous risquez de ne pas tomber sur les démarcheurs qui vous obligent à conclure des contrats de sous-traitance sur plusieurs années. Je vous invite à utiliser ces sites-là que, plutôt que ceux des démarcheurs abusifs. Je vous invite à... Voilà, nous avons mis à votre disposition des tests réglementaires qui vous permet de savoir que l'association OETH est bien habilitée à collecter vos données et à collecter la contribution. Donc, ces informations sont sur le support. Vous le recevrez à la fin du webinaire. Voilà. Nous avons constaté, je vous ai déjà communiqué nos adresses mail et les ressources disponibles sur notre site Internet. Et donc, je vous invite à la plus grande vigilance parce que nous avons constaté une recrudescence de démarchage abusif et aux fausses promesses d'exonération. Vous recevez régulièrement des appels téléphoniques ou des mails des établissements qui usurpent l'identité de l'association OETH, de l'URSSAF et même de la GFIP. Donc, nous vous invitons à la plus grande vigilance. Le suffixe des adresses email de l'association OETH s'affiche sur le support de présentation. Et sachez que il n'y a que l'URSSAF ou les caisses de mutualité sociale agricole ou la Caisse générale de sécurité sociale qui sont habilitées à collecter et à traiter vos données relatives à la DOETH. L'association OETH, dans le cadre de l'accord agréé, pourra être amenée à vous demander les données DOETH que vous avez, que vous avez déclarées dans le cadre de la collecte de la contribution et du pilotage de l'accord agréé. Donc, nous vous invitons à nous solliciter au cas où vous n'êtes pas sûr. Si vous avez reçu un mail d'une entreprise que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à nous le transmettre à notre adresse DOETH et nous vous indiquerons la marche à suivre. Voilà. Merci de votre attention et il nous reste encore une trentaine de minutes. Nous pouvons répondre à vos questions. Nadège, je vois une première question. Oui, Doit-on inclure les travailleurs handicapés des ESAT de alors votre association dans le... j'ai mis la réponse dans le texte. En fait, un usager des AT n'a pas un contrat de travail qui relève du droit du travail, mais il est comptabilisé dans l'effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'OETH. En Mhm. revanche, il ne peut pas être comptabilisé dans l'effectif d'assujettissement. Lotissement, c'était exact. Donc, on peut des fois avoir une valorisation de l'effectif d'assujettissement qui est inférieure finalement à l'effectif moyen annuel des BOTH. Ça paraît pas très logique, mais c'est comme ça. Mhm. Donc oui, vous pouvez les comptabiliser dans l'effectif, dans l'EMA des bénéficiaires de l'OETH, les usagers des AT, les travailleurs des entreprises adaptées aussi, mais eux, ils ont un contrat de travail, donc c'est voilà, c'est pas la même chose. Voilà. Sinon, j'ai vu une autre question sur. Oui, c'était pour dire que
en fait, pour considérer le calcul pour un bénéficiaire, ça dépend de ce qu'il y a dans son contrat de travail. C'est plus les modes de calcul qu'il y avait avant 2020, où il fallait être présent, on regardait combien de temps la personne était présente dans l'année. Là, c'est pas calculé comme ça. C'est en fait, si une personne en CDI a un contrat au 1er janvier, qui est bon, jusqu'à l'année suivante, par exemple, et ben en fait, on va considérer qu'il est là toute l'année, en fait, même si le contrat est suspendu, du moment qu'il y a un contrat de travail, s'il est en arrêt maladie, s'il est en vacances, il me semble même que les congés sabbatiques aussi. Enfin voilà, s'il y a un contrat de travail qui court, ça veut dire que le bénéficiaire est pris en compte. Après, si dans son contrat de travail, il est là en temps partiel, du coup, ça va être. C'est pour ça que c'est calculé en effectif moyen annuel, en fait. Vous voyez. Voilà, je sais pas, j'espère que je suis assez claire. De toute façon, on fera la FAQ avec des choses bien, bien précises que vous recevrez. Et puis, on a déjà plein d'informations sur notre site internet. Et puis, on est dispo par mail. Voilà. Et puis, surtout sur la permanence téléphonique de OTH tous les matins depuis hier jusqu'à fin mai. Voilà. Il y a une question sur la liste des ECAP. La liste Oui. des... Oui. Ah oui, sur les chauffeurs manutentionnaires, j'ai vu, je crois, une question. Alors après, il y a plusieurs. Enfin, il faut vraiment regarder la liste des 36 ECAP si ça figure dans cette liste. Là, je pourrais pas répondre précisément. En Et fait, nous vous enverrons avec le replay la liste des ECAP. Comme ça vous permettra d'identifier quel est le code PSS que vous employez et savoir qui est considéré comme ECAP. De toute façon, comme Nadège l'a expliqué en début, en fonction des informations que vous saisissez sur vos salariés, en fonction du code PCS attribué à chaque salarié, l'URSSAF va savoir quelles sont les personnes et quel est l'effectif ECAP au sein de votre entreprise. Mais nous vous mettrons cette liste à disposition. Et puis, j'ai envoyé le lien d'ailleurs de la liste dans Dans le le chat. chat. Mhm. Et puis, je vois une autre question sur les RQTH. Ah oui, si une personne a fait une demande de RQTH, par exemple, auprès de la MDPH, mais qu'elle n'a pas reçu encore le retour, si c'était possible ou pas, du moment que normalement la MDPH doit lui envoyer un récépissé, enfin un document qui dit que sa demande est en train d'être étudiée, et dans ce cas-là, l'employeur peut utiliser cette attestation pour déclarer cette personne parmi le MABOTH. Après, il y a une règle très spécifique, c'est pareil, on le remettra dans la FAQ, mais c'est voilà, si la demande a été émise auprès de la MDPH, le salarié a reçu un récépissé de sa demande, et l'employeur peut utiliser ce récépissé pour comptabiliser la personne dans les BOTH. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Et il y a une durée de quelques mois. Enfin, on va vous envoyer le détail quand même. On va vous envoyer le détail dans la FAQ. Et puis j'ai vu une autre question Ah oui, alors méfiez-vous, parce que quand vous faites appel aux ESAT, aux entreprises adaptées, il y a beaucoup d'escroqueries là en ce moment. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui essayent de vous vendre des prestations sur 3 ans, en vous disant que, enfin, soit en vous parlant du coefficient de surcontribution, mais le coefficient de surcontribution ne vous concerne pas jusqu'à l'exercice 2025 parce que vous êtes sous accord. Mais en fait, eux, comme ils ne savent pas ce détail-là, en fait, ils parlent de ce coefficient à tout le monde, et ça peut vous induire en erreur. Du coup, ne signez pas de contrat sur 3 ans, en fait, parce que ce que vous devez présenter dans chaque déclaration chaque année, c'est une attestation que le prestataire vous envoie avant le 31 janvier de l'année suivante, donc avant le 31 janvier 2026 pour l'exercice 2025. Et sur cette attestation, les coûts sont détaillés. Cette attestation, elle vaut pour une année, c'est-à-dire que ce que vous avez acheté auprès du secteur adapté protégé, ça doit être fait sur l'exercice 2025. La facture doit être acquittée.
Et donc, le prestataire vous envoie avant le 31 janvier 2026 l'attestation qui détaille tous les matériaux, le coût des matériaux, le coût de main-d'œuvre. Et vous avez le montant 1, montant 2, montant 3, montant 4. Montant 3, c'est le coût de la main-d'œuvre. Et montant 4, c'est le calcul des 30% du coût de la main-d'œuvre. Et c'est ce montant-là que vous pouvez déduire de la contribution brute. Et après, il y a l'histoire de plafonnement à 50 et 75% que Geneviève a expliqué en début de webinaire. Voilà. J'espère que c'est clair. Les surveillants, ah oui, je vois, les surveillants d'internat en établissement, normalement, c'est un peu délicat parce que normalement, les métiers de la sécurité, ça englobe pas les surveillants des établissements médico-sociaux, en fait. C'est encore autre chose et ça peut induire en erreur aussi. Voilà, agent civil de sécurité et surveillance, ça concerne pas les surveillants en milieu hospitalier, enfin secteur médico-social, quoi. Il y a un autre code PCS lié à cela. Nous allons le retrouver et vous l'indiquer dans les FAQ que vous recevrez avec le replay du webinaire. Mais c'est pas un post-ECAP en tout cas. Oui, oui, en effet. Pas dans C'est la un liste poste des cap. ECAP. Oui. Ah oui, si un salarié fournit un justificatif RQTH le 1er octobre, alors qu'il est reconnu sur le document à compter du 1er février, on le saisit en paye au moment de la transmission du document. Comment est-ce qu'on a vu ça? Ah ben, en fait, normalement, en DSN, vous devez pouvoir rectifier ça en faisant démarrer son titre à partir du 1er février. Vous pouvez le rectifier ça en DSN. Et d'ailleurs, on l'explique dans notre guide DOTH qui est sur notre site internet. En fait, il y a une histoire de profondeur pour faire un calcul. Enfin, je pense qu'on va vous envoyer après. C'est un peu compliqué d'expliquer tout ça comme ça, mais vous pouvez le modifier en DSN, ça. Il y a une question qui arrive sur la prime des 500 euros. Cette aide était spécifique et octroyée uniquement par l'association OETH. Il n'y a pas d'équivalence dans le catalogue AGFIP. Donc, depuis le 31 décembre, toutes les saisies, toutes les personnes qui n'ont pas pu demander cette prime-là ne pourront pas. En revanche, on sait qu'au sein de certaines structures, par exemple avec la Fédération d'employeurs NEXEM, il y a des dispositifs qui sont mis à disposition pour remplacer la prime. Nous vous enverrons le lien dans la FAQ de la DOTH pour que vous puissiez regarder si le salarié est éligible, il pourra avoir une petite aide de la fédération NEXEM. C'est la convention 66 liée à la fédération NEXEM. Voilà. Alors, je voudrais juste redire que les usagers d'ESAT, dans un ESAT, il y a des salariés qui encadrent les usagers d'ESAT. Les salariés donc, ont un contrat de travail, de droit du travail, qui relève du droit du travail. En revanche, les usagers d'ESAT n'ont pas de contrat de travail. Ils ont un contrat qui relève du code des familles, je ne sais plus exactement, voilà, du code des familles et des actions sociales. Et les usagers d'ESAT peuvent être considérés comme des bénéficiaires de l'OETH. Donc, ils peuvent être valorisés en moyenne annuelle. Donc, si vous avez 4 salariés en ESAT, par exemple, c'est un exemple, hein, en général, il y en a plus, mais voilà, mettons 4 salariés d'ESAT, il ne faut pas mettre 4 comme valorisation, comme valeur pour comptabiliser ça. Ça se calcule en moyenne annuelle par rapport. Ah oui, alors ça, par rapport à leur contrat. Alors eux, ça va être un peu particulier. Je pense pas qu'ils aient un contrat sur toute la, enfin sur un contrat sur en temps plein. Enfin, normalement, si vous déclarez bien ces salariés
en DSN, c'est le code 70 en DSN. Et c'est pareil, on a tout sur notre guide DOTH. Tout est indiqué. Donc, on pourra l'envoyer aussi, mettre le lien dans la FAQ, je ne sais pas, mais on pourra vous l'envoyer, le guide. Tout est expliqué. Si l'usager des AT est bien enregistré en DSN sous le bon code, je crois que c'est le code 70 qu'il faut indiquer, eh bien, normalement, l'URSSAF doit le détecter et donc l'inclure. Il doit déjà être inclus dans l'EMA BOTH, en fait. En revanche, si c'est pas bien enregistré en DSN mensuel, c'est là que la notification de l'URSSAF est pas juste, puisque l'URSSAF ne pourra pas voir l'information, quoi. Donc voilà, c'est ça. En fait les saisies en DSN mensuel, qui peuvent d'ailleurs être régularisées sur la DSN suivante. C'est super important que ce soit bien nickel, parce que c'est grâce à ça que l'URSSAF fait son calcul en EMA, en fait. Voilà. Oui, alors en code DSN, sous le code pour la contribution, il y a des gens qui calculent leur déclaration avec le simulateur de la GFIP. C'est pas un souci. Le seul problème, c'est que le simulateur de la GFIP, à chaque fois que vous remplissez une case, vous avez normalement un petit endroit où vous pouvez cliquer, où il vous explique comment remplir et pourquoi il faut remplir comme ci, comme ça. Si vous cochez que vous êtes sous accord, c'est au début du simulateur GFIP, ça vous explique que dans le petit point d'interrogation, je crois que c'est comme ça que c'est fait dans le simulateur, que en fait, si vous êtes sous accord, vous avez 0 contribution à payer. Et d'ailleurs, sur l'état que ça vous donne à la fin de la simulation, ça vous indique 0 de contribution. Ça, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est vrai, parce que c'est 0 à l'URSSAF, 0 à payer à l'URSSAF, mais ça ne veut pas dire que vous êtes exonéré de contribution. Ça veut dire que la contribution nette qui est calculée, elle ne doit pas être payée à l'URSSAF. C'est ça que ça veut dire. C'est parce qu'elle doit être payée, réglée à l'organisme qui porte l'accord. C'est différent. Donc voilà, ça peut porter aussi à confusion, et c'est pour ça que nous, on vous encourage à compléter notre simulateur à nous, qui voilà, et qui comprend pas d'ailleurs les dépenses dites dépenses déductibles, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on vous encourage à utiliser notre simulateur. Il y a une question sur qu'est-ce qui changera de Sarah, qu'est-ce qui changera en 2027 une fois que l'accord ne sera plus applicable. Dans le cadre de la DOTH, sur l'exercice 2026, vous pourrez déduire les dépenses déductibles. Vous pourrez aussi déclarer les dépenses déductibles et verser la contribution à l'URSSAF s'il y a une contribution qu'elle calculée. Nous avons prévu un petit document, une fiche qu'on mettra à votre disposition. Cette fiche sera jointe et elle est déjà sur notre site Internet. Nous avons fait le comparatif avant 2025 et après 2025 pour que vous puissiez voir les éléments qui changent, les différentes évolutions, puisque vous n'êtes plus sous accord. Donc, on mettra cet outil-là aussi à votre disposition pour vous aiguiller et vous aider à remplir correctement la DSN au moment de la déclaration annuelle des travailleurs handicapés. Après, je pense que toutes les questions qui se posent, on va prendre le temps de bien rédiger les réponses et vous envoyer dans la FAQ pour vous aiguiller. Oui, donc le code 70, c'est un code qu'il faut saisir en DSN pour dire que la personne est sous contrat de soutien et d'aide par le travail. Ce sont les usagers d'ESAT, les travailleurs en ESAT, qui ont un contrat qui ne relève pas du code du travail. Donc mais qui sont quand même considérés comme BOTH pour l'employeur, en fait. Alors notre simulateur, il n'est pas disponible sur notre site parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de confusion, que n'importe quelle structure l'utilise et se trompe. Donc, on a pris parti de ne pas le mettre sur notre site internet
et de vous proposer de nous le demander en envoyant un mail à doth@oeth.org. C'est donc l'adresse qui est indiquée à la fin sur le slide précédent. Merci de votre attention. Enfin, Et sur le... il est joint aussi Ah oui, à la newsletter que nous vous transmettons chaque 2 mois. Donc, au mois de janvier, il était joint. On va le joindre à la newsletter du mois de mars et vous l'aurez. Comme l'ADEJ vous l'a indiqué, vous pourrez le demander à notre adresse mail. et les salariés en maladie professionnelle sont en arrêt de travail, en fait, sont pris en compte, puisque en fait, c'est ce qu'il y a sur leur contrat de travail qui est important, qui permet de calculer en fait la valorisation en moyenne annuelle. Donc, une personne en arrêt de maladie, une personne en congé pendant plusieurs mois, congé sabbatique. Enfin, si le contrat est suspendu, du moment qu'il existe le contrat, la personne, si elle a son titre de bénéficiaire, elle peut être comptabilisée. Voilà. À partir du moment où il y a un contrat de travail, c'est sûr, il y a une valorisation qui peut se calculer. Alors, le temps partiel thérapeutique, alors, le temps partiel thérapeutique, je serais censée dire la même chose. Alors, je suis un peu embêtée, Geneviève, tu vas m'aider si tu veux bien. Le temps partiel thérapeutique, normalement, bah, c'est pareil en fait. La personne, elle a un contrat de travail. C'est ce qui est sur son contrat de travail qui fait foi. Oui, en Voilà. effet. Mmh. Parce que le temps partiel thérapeutique, il peut être temporaire. Donc, c'est là, on prend les informations qui sont valorisées sur le contrat de travail. Ah oui, alors si sur notre simulateur, la contribution brute est à 0, forcément, ça veut dire que vous avez atteint l'objectif, des 6 et donc ben forcément, il n'y a pas de contribution nette. Ça veut dire que déjà, s'il n'y a pas de contribution brute, oui, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de contribution tout court. Voilà. Je réponds directement aux questions comme ça. Je pense qu'on a fait Ah, le tour. j'ai juste une dernière petite question que je vois. Fin Oui. de l'accord de branche au 31/12/2025, mais ça se passe comment pour 2026? Alors justement, comme sur l'exercice 2026, vous n'êtes plus sous accord. Vous pouvez non seulement, mais ça c'était déjà le cas, de déduire les achats faits auprès du secteur adapté et protégé, EA, ESAT, TIH, EPS. Mais là, vous pouvez en plus déduire les dépenses dites dépenses déductibles. Mais ces 10%, ces dépenses-là, c'est la facture, c'est 10% de la facture qui peut être déduite. Enfin, c'est une déduction qui peut se faire à hauteur de 10% de la contribution. Contribution brute, oui. Voilà. Oui. Mais ça, c'est pareil. Sur notre site internet, on vient de mettre en ligne un petit tableur que vous trouverez dans les liens d'ailleurs. Attendez, je vais vous envoyer le lien directement. Alors, faut pas confondre, c'est bien à partir de l'exercice 2026 qui sera déclaré en 2027. Exactement. Voilà. Pour l'exercice 2025 que vous déclarez en 2026, les dépenses déductibles, vous pouvez pas les compter. Les dépenses dites dépenses déductibles. Je ne parle pas des achats faits auprès des ESAT et des entreprises adaptées. Il y a aussi autre chose qui va changer, c'est le coefficient 1500. Alors, le coefficient 1500, le processus se met en place à partir de l'exercice 2026. Si pendant 3 ans plus 1, en fait, si pendant plus de 3 ans, vous n'avez rien fait du tout, ni recruté de travailleurs handicapés, ni acheté auprès du secteur adapté et protégé, à hauteur de 600 fois le SMIC, par bénéficiaire manquant, si vous n'êtes pas sous accord, ça se déclenche. Donc ça veut dire qu'en 2019, si de 2026 à 2029, pardon, vous ne faites absolument rien, ça ne sera pas fois 400, 500 ou 600, ça sera fois 1500 en fait, le calcul. Exactement.
Mais ça, c'est pareil, tout est expliqué. Alors, je vais vous mettre le lien de la fiche en question pour que vous ayez déjà l'information. Alors, Et on l'enverra aussi avec la FAQ. oui, Voilà. ah, je peux pas mettre le lien. Ah, si, je peux mettre le lien vers la page. Excusez-moi, voilà, je vous mets le lien de notre page internet et ça vous propose de télécharger une fiche avant-après, c'est-à-dire comment vous deviez déclarer jusqu'à l'exercice 2025 et comment Mhm. déclarer à partir de 2026. Voilà, je vous ai mis le lien. En bas de cette page, vous avez un document que vous pouvez télécharger et c'est tout expliqué. Et puis de toute façon, vraiment, s'il y a une confusion, n'hésitez pas à nous faire un petit mail, à nous appeler sur la permanence des OTH déjà tous les matins. Et puis, à nous faire un petit mail aussi si vous n'arrivez pas à nous joindre. On peut toujours fixer un point téléphonique après, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour une personne en invalidité, 2. L'invalidité, c'est un taux, hein, Geneviève, je crois, c'est 10% ou alors c'est, mince, je me souviens plus trop. Quelqu'un qui peut être considéré en invalidité, en invalidité, Attends, je euh, regarde. je On confonds a toujours plutôt. avec Oui, c'est ça. l'AP. Oui, c'est 10%. Je regarde tout de suite Oui, sur le site. parce Voilà. que il y a un titre qui permet, s'il y a une incapacité qui réduit de 2 tiers, enfin, si une invalidité qui réduit de 2 tiers la capacité de travailler. Et puis, il y a un autre titre qui est conditionné au fait que l'invalidité soit à 10%. En fait, les titulaires d'une pension d'invalidité, si l'invalidité réduit au moins de 2 tiers la capacité de travail ou de gain, et donc cette personne est considérée comme un titre de bénéficiaire. La personne détenteur de ce titre est considérée comme un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Mais normalement, Voilà. ça doit être précisé, hein, réduisant de 2 tiers. Ça doit être Oui, 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 précisé sur sur le la titre, normalement. notification, oui. Ouais. Voilà. Nous vous remercions pour votre participation et votre attention. Donc, comme nous l'avons indiqué, nous vous enverrons le replay et une réponse à toutes les questions qui ont été posées durant le webinaire. Merci et à très bientôt. Au revoir et bonne fin de journée à tous. Au revoir, merci.